Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo on va se pencher sur la carrière d'un bonhomme important dans le cinéma, puisqu'on va parler de Robert Zemeckis. Bobby pour les intimes, ou alors même parfois Bobby la science. Bref, sans attendre, à toute vitesse, on va commencer par la base, par les débuts. Zemeckis, The Origin, c'est parti. Robert Zemeckis est né le 14 mai 1951 à Chicago. Vous pourrez calculer rapidement qu'il a donc aujourd'hui 71 ans. Le bonhomme a des racines lituano-italo-américaines, ce qui est quand même pas courant. Il a suivi des études de cinéma-télévision à l'Université de Californie du Sud et va rapidement réaliser 2 courts-métrages, dont l'un sera primé par un Student Academy Award. Et on va donc évoquer maintenant ces 2 courts-métrages. Le premier s'appelle The Lift, il est sorti en 1972. Et dès The Lift, qui dure environ 7 minutes, son premier cours, Zemeckis fait preuve d'humour. On va y suivre un homme dont l'ascenseur semble le narguer quand il rentre de son boulot. Il va essayer de le rattraper, mais il va finalement mourir d'une crise cardiaque dans les escaliers. Tourné en noir et blanc, sans dialogue, avec un seul personnage, le film fait montre déjà d'un vrai talent de mise en scène, et mêle une forme de peur et d'humour comme on le voit rarement. Pour un film d'étudiant, ça tient la route. Et en plus, ça va annoncer certaines choses que Zemeckis va faire dans la suite de sa carrière, dont on va reparler après, qui est finalement la face la moins connue de la carrière du bonhomme, mais peut-être la plus intéressante. Celui qui va remporter le prix, ce sera The Field of Honor, qui sort en 1973. Dans ce film, tourné en couleur cette fois, un homme semble revenir à la vie civile après la guerre. Sauf que physiquement, il n'est vraiment pas tout à fait le guerrier. Sur la route de son retour à chez lui, il sera victime de nombreuses mésaventures, dont une fusillade dans un bus. La maîtrise de Zemeckis, elle est déjà indéniable. Dans le mélange des tons, mais aussi la mise en scène, sans oublier l'acting, bien que l'un des acteurs en fasse un peu trop. Ça reste un bon film pour une œuvre d'étudiant et on peut comprendre le prix qu'il a obtenu. Et c'est grâce à ces 2 films que Zemeckis va se faire remarquer par un certain Steven Spielberg, qui va accepter d'être producteur exécutif de son premier long métrage. Mais plutôt que de refaire un retour chronologique sur sa carrière, on va diviser celle-ci en plusieurs catégories, histoire de montrer que le bonhomme n'est pas forcément exactement celui qu'on croit, celui qu'on voit, et celui dont on s'est fait une idée avec le temps et les années. Et on va commencer forcément par sa plus grande œuvre. Et finalement, comment parler autrement, comment démarrer autrement la carrière de Robert Zemeckis qu'en évoquant son œuvre phare. Évidemment, je parle bien de la trilogie Retour vers le futur. Une trilogie réalisée en quelques courtes années et qui donc peut se permettre d'être aussi cohérente que possible. Alors bien sûr, on pourra lui trouver des défauts à ce niveau, mais rien de bien méchant. En 85, 89 et 90, cette trilogie qu'il a écrite avec son ami Bob Gale va parvenir à faire date. L'idée de Retour vers le futur date de 1975 à la base. Zemeckis et Gale ont alors l'idée générale du film, mais ils parviendront à la concrétiser qu'après être devenus les protégés de Spielberg. C'est ainsi qu'ils obtiennent, dès 1980, l'autorisation de travailler sur le script du film qui sortira en 1985, le 3 juillet pour être précis. On notera que les storyboards sont d'ailleurs d'un certain Simon Wells, l'arrière-petit-fils de H.G. Wells. On va y suivre le personnage de Marty McFly, dont le père est un véritable loser mené par un boss tyrannique, la mère est un peu alcoolique, et la famille, finalement, elle paraît peu enviable. Il côtoie le docteur Emmett Brown qui sera tué, et Marty se retrouve alors propulsé dans le passé en 1955. Tout du moins, c'est la base d'une histoire qui va finir donc par s'étaler sur 3 films, menant même Marty, alias Michael J. Fox, en période western, mais aussi dans le futur. Une aventure à travers le temps qui est un sujet qui a toujours passionné le réalisateur, au point qu'il y travaillera suffisamment pour que son scénario soit aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre du genre, une sorte de perfection. Et s'il semble aujourd'hui convenu que Michael J. Fox est Marty, il faudrait pas oublier que, trop occupé par la série Sacrée Famille, qui refusait de s'en séparer, il avait d'abord perdu le rôle et que le tournage avait alors commencé avec Eric Stoltz dans le rôle principal. Mais Zemeckis le déclarera comme une erreur de casting avant de reprendre Michael J. Fox. Et qui d'autre que Christopher Lloyd pour Brown ? On sait pas, mais l'acteur avait d'abord refusé le rôle avant que sa femme ne le convainque. Difficile d'imaginer aujourd'hui un autre casting, en effet, il joue beaucoup dans les 96% de score critique obtenus par le film lors de projections test. Un score historique alors. Mais c'est pourtant sans Zemeckis que Bob Gale démarrera l'écriture du second opus.
Celui-ci finira par le rejoindre pour livrer un scénario tellement dense que décision sera prise de scinder le film en 2 parties. Et dès le deuxième film, on constate que Claudia Wells, qui joue Jennifer, la petite amie de Marty, a été remplacée, obligeant le réalisateur à retourner la première scène, à l'identique de la scène clôturant le premier film. Rien qui empêche d'apprécier ce film dans lequel apparaît notamment un tout jeune Elijah Wood, et qui enchaîne donc sur le troisième, qui sera probablement celui qui recevra le plus de critiques. Non pas qu'il soit mal aimé ou mauvais, mais le public suivra moins cette arrivée dans le western. Les 3 films fonctionnent pourtant parfaitement ensemble et le duo Gale-Zemeckis a su livrer une histoire cohérente et forte. En mêlant science-fiction, humour, action et aventure, ils ont réalisé un condensé quasi parfait de ce qu'est un vrai bon divertissement dont le seul défaut pourra être une forme, finalement assez logique, de répétition. Mais les nombreux clins d'œil et ponts entre les opus sont aussi une force indéniable de ce qui demeure la première apparition de Zemeckis dans la SF du genre. Et bizarrement, ça va rester un cas presque isolé. Alors on va bien le retrouver comme scénariste et producteur de la série Manifest, où on suit un avion qui disparaît pendant 5 ans et demi, présumé mort, les gens ont des hallucinations et tentent de se réinsérer. La série aura duré 52 épisodes diffusés entre 2018 et 2022. Dans le genre SF, on le retrouvera aussi comme producteur des films Real Steel, un film de Shawn Levy sorti en 2011 avec Hugh Jackman, Dakota Goyo et Evangeline Lilly, qui raconte l'histoire de Charlie, dont l'ex-femme est décédée, qui va devoir s'occuper de son fils alors qu'il est devenu un minable entraîneur de robots de combat. Un film au demeurant plutôt fort sympathique d'ailleurs. Et la dernière fois qu'on l'a vu un peu dans le genre, c'est dans le film Finch, sorti en 2021, un film de Miguel Sapochnik avec Tom Hanks. Ce qui est logique, hein, Zemeckis et Tom Hanks, on le verra plus tard, ont beaucoup tourné ensemble, qui raconte l'histoire de Finch, un des seuls survivants dans un monde post-apocalyptique avec son robot Jeff. Au final, ce sera tout dans la SF, qui sera suffisant cependant pour faire de Zemeckis une icône dès 1985, un rôle pas facile à tenir du tout. Bon, du coup, moi j'ai vu Retour vers le futur, j'aimerais bien aller y faire un tour dans le futur, donc j'y vais tout de suite et je vous retrouve plus tard. Qui se nommait d'ailleurs dans un premier temps en référence à un grand succès des Beatles, un choix qui est loin d'être anodin pour eux. Ah bah, visiblement je suis bien arrivé dans le futur. Ça a marché, mais maintenant, va falloir que je trouve le moyen de retourner chez moi. Donc, je vais aller faire un tour, voir s'il n'y a pas une sortie quelque part par là. Mais pourtant, en dehors de la science-fiction, une bonne partie de la carrière de Zemeckis, elle va être composée de films qui vont mettre au centre des humains dans des situations qui sont pas forcément ordinaires, mais qui sont pas non plus impossibles. Et c'est dans ce genre que va se situer son premier film, Crazy Day, qui était nommé dans un premier temps I Wanna Hold Your Hand, en référence à un grand succès des Beatles, un choix qui est loin d'être anodin. On notera d'ailleurs que le film est sorti aux États-Unis le 21 avril 1978, mais il a attendu le 3 juillet 1985, soit l'année de sortie de Retour vers le futur, pour voir le jour sur les écrans français. Alors Zemeckis en est évidemment le réalisateur, mais il en est également le scénariste en compagnie de Bob Gale, et la musique est signée, je vous laisse deviner, je vous laisse un peu de temps, c'est compliqué. Ah ouais, les Beatles, forcément. Pour information, le film dure 1h38 et il va permettre à Zemeckis de lancer sa carrière. La critique appréciera cette œuvre que le public aura tendance à bouder, et le réalisateur s'en sort avec un premier flop assez immérité. Ça raconte l'histoire de Rosie, Grace et Pam, cette dernière étant incarnée par une Nancy Allen qui sort tout juste de Carrie et qu'on verra dans Pulsion de De Palma ou encore dans Robocop de Verhoeven. Les trois vont se rendre chez un disquaire alors que les US attendent la première apparition télé, chez eux, des Beatles. Ce phénomène venu d'Angleterre. Les trois amies, ou plutôt surtout une, ne peuvent envisager de ne pas être présentes, mais ont besoin pour ça d'une limousine. Pas insensible au charme de l'une des filles, Larry, Mark McClure, revu dans Retour vers le futur, Superman ou plus récemment dans Justice League, accepte de les emmener. Le début d'une foule de péripéties rythmée par la musique des 4 garçons dans le vent. On y croisera d'ailleurs aussi le grand Dick Miller, mais le film souffre forcément de quelques soucis inhérents à son statut de premier long. Quelques problèmes de rythme, un humour pas toujours finaux et un jeu d'acteur par moments un peu limité ne suffisent pas à gâcher une histoire comique et globalement bien menée. On rit parfois et on s'insurge devant cette folie de la jeunesse en pleine Beatlesmania qui semble ne plus avoir aucun discernement, prête à tout pour voir le groupe. Finalement, on n'est pas si loin de la folie d'aujourd'hui.
Zemeckis, qui a connu cette folie, ne manque pas de critiquer l'aspect commercial de la chose tout en reconnaissant un certain talent et en présentant ses contradictions. Le résultat est finalement bien plus éclairé qu'il ne le semble au premier abord, et s'éloigne facilement du clip promo, ce qu'on aurait pu craindre. Renommé Crazy Day pour sa sortie en France, ce film reste un premier essai réussi, bien qu'il pêche un peu dans l'émotion et sort forcément trop la jeunesse. Pas de quoi en faire un drame, on tient là quelque chose qui reste à redécouvrir. Visiblement, Spielberg avait du nez et il s'est pas raté, bien que les chiffres ne soient pas au rendez-vous. Et dans le genre, il serait difficile de ne pas parler de deux films majeurs du réalisateur. Le premier, c'est Forrest Gump. Zemeckis a ici récupéré un scénario d'Eric Ross, qu'on a récemment vu à la plume de A Star is Born de Bradley Cooper ou du Dune de Denis Villeneuve, adapté d'un roman de Winston Groom. Alors évidemment, c'est Alan Silvestri qui va composer la musique, qui composa celle de tous les films du réalisateur depuis À la poursuite du diamant vert. Le film sortira le 6 juillet 1994. Il dure 2h22, il va marquer à jamais l'histoire du cinéma. Et pourtant, le roman va être amputé de pas mal de passages pour pouvoir tenir sur un film. Et il va en ajouter d'autres pour la cohérence. Ainsi, Terry Gilliam et Barry Sonnenfeld, qui étaient pressentis pour la réalisation, ne pourront que s'incliner, tout comme Bill Murray et John Travolta qui ont refusé le rôle de Forrest Gump. Tom Hanks, lui, pourra se féliciter d'avoir accepté de jouer ce personnage, pas bien malin mais d'une gentillesse et d'une naïveté tellement incroyables qu'elles l'amèneront à rendre la joie à tous les gens qu'il croise, même en traversant de nombreuses périodes de l'histoire des États-Unis, certaines parmi les plus sombres. Forrest Gump, c'est une leçon de vie, une volonté de pousser à aller au bout de ses envies et à bien faire. Le tout au long d'un feel-good movie pas comme les autres, puisqu'il comporte pas mal de moments difficiles que devront traverser Forrest, mais aussi Jenny, Robin Wright qui est tout simplement excellente. Jenny étant son amie d'enfance, mais on retrouvera aussi le personnage de Dan Taylor, incarné par Gary Sinise. On va aussi croiser Sally Field ou le tout jeune Haley Joel Osment. Voilà un film qui, autant sur le fond que sur la forme, esthétique avec notamment une mise en scène de génie jamais tape à l'œil mais sacrément bien calculée, a su marquer l'histoire du cinéma US. Forrest y croisera même le King Presley dont la voix est celle de Kurt Russell qu'il avait incarné dans le biopic de Carpenter. Cependant, il n'est pas crédité du tout au générique. Alors Forrest Gump va courir, va combattre, va faire du ping-pong, va diriger un crevettier et surtout va faire le bien. Et pour ça, pas besoin d'être un génie, ce serait même le contraire. Alors finalement, si le film précédent de Zemeckis, dont on parlera plus tard, avait été un échec, il va de nouveau entrer dans les bonnes grâces d'Hollywood grâce à Forrest Gump. Et des années après, finalement, il va retrouver Tom Hanks pour un nouveau film. Alors il l'aura tourné en deux fois, une première partie, puis la deuxième lorsque Tom Hanks a fini sa transformation physique. Et ce pour le tournage de Seul au monde, sur un scénario de William Broad Jr., déjà auteur d'Apollo 13 avec Tom Hanks. Le film est sorti le 22 décembre 2000, il dure 2h23, et Tom Hanks y incarne Chuck Noland, un employé de FedEx attaché à son entreprise, tellement qu'un soir de Noël, alors qu'il doit être chez ses parents et qu'il s'apprête à demander sa petite amie en mariage, il est réquisitionné pour une affaire urgente. Mais son vol s'écrase et il est le seul survivant sur une île déserte. Et voilà globalement l'histoire de Chuck, condamné à vivre pendant 4 ans sur une île avec uniquement ce qu'il a pu récupérer des colis FedEx qu'il transportait, dont un ballon qui va devenir son seul ami et qu'il renommera Wilson. Peut-être pas ce Wilson-là. Le film repose en grande partie sur la performance d'un Tom Hanks bluffant du début à la fin. Helen Hunt, qui joue sa petite amie Kelly, se contente d'un très second rôle, mais elle le fait bien quand même, parce que si la majorité du film est consacrée à la survie, celle de Chuck sur l'île, son retour est aussi évoqué assez longuement pour ne pas donner une sensation de bâclé, mais rappeler que Zemeckis est un cinéaste qui souhaite avant tout raconter des histoires qui nous touchent. Et pour ça, il doit aussi développer ses personnages, ce qu'il va faire comme souvent longuement ici. Avec son talent derrière la caméra, un bon scénario et surtout la découverte de magnifiques décors parfaitement liés à ce qu'il souhaite raconter, Seul au monde reste un des films les plus reconnus du cinéaste. Alors évidemment, le fond reste prévisible. Il ne faut pas s'oublier, sauver sa famille au profit du travail, et Zemeckis le dit en offrant un sentiment d'aventure, mais aussi de souffrance et de perte. Le deuil et la solitude planent sur un film plus triste qu'il n'en a l'air et qui demande à être revu des années après pour en apprécier encore plus la consistance. Et après une parenthèse, dont on parlera de toute façon, il va revenir à ce genre qui semble avoir sa préférence en termes de mise en scène. Puisque finalement, 12 ans après Seul au monde, Zemeckis va revenir à la réalisation live après avoir réalisé 3 films d'animation. Sur un scénario de John Gatins, qui sort justement du très sympa Real Steel dont j'ai parlé tout à l'heure, il va réaliser Flight,
Un film pour lequel il bénéficie toujours de la musique d'Alan Silvestri, mais qui coûte nettement moins cher que ses films précédents. À peine 31 millions d'euros. Bon, d'accord, c'est pas rien, je voudrais bien les avoir, mais c'est peu pour Hollywood. Le projet va se lancer et il sort le 2 novembre 2012. Flight, ça raconte l'histoire de Whip Whitaker, un pilote de ligne chevronné, mais lors d'un vol, son avion se crache malgré une manœuvre désespérée, il parvient à sauver une grande partie de l'équipage et des passagers, mais n'évite pas quelques morts. Le problème, c'est que si l'incident matériel sera prouvé, il était aussi alcoolisé et drogué, addict qu'il est. Et pour incarner ce pilote, c'est Denzel Washington qui est choisi par Zemeckis. Et le bonhomme va s'essayer pendant de nombreuses heures à un simulateur auparavant pour pouvoir se glisser au mieux dans la peau du personnage. À ses côtés, on va retrouver Don Cheadle, Kelly Reilly. D'ailleurs, pour la petite histoire, l'audition de Kelly Reilly est un peu particulière puisqu'elle a auditionné en envoyant une vidéo désirant absolument faire partie du film et n'étant pas présente le jour de l'audition. Ce qui ne l'a pas empêché donc d'être retenue. On trouve aussi Bruce Greenwood, John Goodman ou encore Melissa Leo. De beaux noms pour suivre un metteur en scène qui, comme déjà dit, signe un retour à la prise de vue réelle. Le film tient entièrement sur son drame et sur la dualité entre le statut de héros attribué à Whip, publiquement, et ce qu'on sait, ce que lui-même sait de la réalité. Comment est-ce qu'il sera jugé ? Évidemment, le film se clôt sur une audition, sorte de jugement et sur une forme de rédemption. Sans grande surprise, Flight est parfois un peu lourd là où il devrait essayer d'être subtil et multiplie trop d'intrigues secondaires, finalement peu utiles. Ce qui n'empêche pas Zemeckis de livrer une histoire qui peut toucher et surtout de faire suivre au spectateur un personnage peu agréable, antipathique par bien des aspects qu'il faudra accepter de ne pas forcément soutenir. Un genre de film qui fonctionne rarement mais que Zemeckis a parfaitement su mettre en scène. Alors on sort pas forcément de ce film aussi convaincu que les œuvres précédentes du cinéaste, mais il en sort tout de même un drame intéressant qui mérite d'être vu. Et c'est le 23 janvier 2014 que le nouveau projet de Zemeckis est annoncé. Celui-ci va réaliser un film sur le funambule français Philippe Petit. Pourquoi ? On se le demande sur le coup. Pourtant, on va comprendre à la fin du film les véritables enjeux et ce qui a pu pousser Zemeckis à vouloir absolument réaliser ce film. Écrit par Christopher Brown, qui n'a rien à voir avec Emmett, en collaboration avec Zemeckis et basé sur l'autobiographie de Philippe Petit et évidemment mis en musique par Alan Silvestri de nouveau, le film sort finalement le 2 octobre 2015. Et pour le coup, il a coûté la somme de 35 millions de dollars, ce qui reste encore une fois une toute petite somme, vraiment, comme ça. Et dès le départ, dès le lancement du projet, il est convenu que le funambule sera incarné par Joseph Gordon-Levitt, qui visiblement donc ne l'évite pas. Et le bonhomme se montre parfait dans le rôle pour ce film qui se concentrera essentiellement sur les désirs de Petit de traverser, sur un câble, sans aucune sécurité, l'espace entre les deux tours du World Trade Center. Deux tours qu'il va découvrir alors qu'elles sont encore en construction. Accompagné par Charlotte Lebon, Ben Kingsley, Ben Schwartz, James Badgedale ou encore Steve Valentine, le film va se muer autant en autobiographie qu'en film de casse, puisque la traversée est illégale bien entendu et qu'il va falloir mener le plan à bien. Le rythme est donc celui d'un film de casse et on louera pour ça la qualité de la mise en scène, du montage et des effets visuels, qui offrent des séquences remarquables. Évidemment, voir le film en 3D sera toujours un atout pour ce type d'œuvre. La sensation de vide ne sera jamais aussi présente et Zemeckis a su parfaitement l'utiliser. Mais l'un des autres objectifs du film est de rappeler l'importance des deux tours. Son rejet par les Américains qui n'y voyaient, à raison d'ailleurs, que deux tours d'acier, jusqu'à l'exploit de Philippe Petit qui leur a finalement donné une âme. Le film se clôture alors sur une très belle scène rappelant que Petit a hérité d'un droit d'accès au sommet à vie. Ces derniers mots étant alors d'une incroyable tristesse. The Walk est un film sur le rêve que Zemeckis a transformé en réalité grâce à ses talents de conteur une fois de plus. Petit retour en arrière, puisqu'en 2010 sort le documentaire Marwencol de Jeff Malmberg. Robert Zemeckis le voit et décide instantanément de l'adapter au cinéma. Il faudra plusieurs années pour qu'il puisse mettre en scène une histoire qui, selon lui, est le combat d'un homme brisé qui découvre comment l'imagination artistique peut rétablir l'esprit humain. Le film est sorti finalement le 21 décembre 2018 et il est coécrit par Caroline Thompson, qui avait notamment travaillé sur Les Noces funèbres. Alors forcément, se basant sur un documentaire, il est tiré d'une histoire vraie, celle de Marco Vandenkamp, un homme qui, après être rentré dans un bar avec des escarpins, a été violemment agressé par 5 hommes qui l'ont laissé amnésique. Ex-illustrateur, il ne parvient alors plus à dessiner et se met à la photo. Il met en scène la ville fictive de Marouane, en Belgique, pendant la Seconde Guerre mondiale, et ceci avec des miniatures et des poupées, le tout dans le but de retrouver la force d'affronter ses agresseurs au tribunal. Ce film, il est clairement porté par Steve Carell, et il est développé entre mise en scène live et performance capture pour animer les poupées. On est dans un entre-deux qui fonctionne d'ailleurs parfaitement et qui donne un style assez particulier au film.
Un résultat entre réalisme et fiction, et le réalisateur se permet alors d'offrir une histoire touchante dans laquelle on retrouve également Leslie Mann, Diane Kruger, Merritt Weaver, Falk Shell, Janelle Monáe, Eiza González, Gwendoline Christie et Leslie Zemeckis. Chaque personnage du village fictif étant inspiré par une connaissance de la vie bien réelle de Mark. Si on pourra regretter quelques autoréférences un peu lourdes, notamment une DeLorean, le résultat s'avère être un film franchement réussi et parfaitement adapté au talent de raconteur d'histoire du réalisateur, tout en permettant une vraie performance technique. L'animation des poupées est absolument bluffante. Le film sera pourtant particulièrement mal reçu aux États-Unis et bizarrement bien mieux chez nous. Ce qui est plutôt positif étant donné que le film est à mon sens assez réussi et franchement agréable à regarder et raconte en plus une belle histoire. Et Zemeckis, il aime tellement ce genre finalement qu'il va le développer autrement puisqu'il va produire également et réaliser en 1993 le premier épisode de la série télé Johnny Bago. Il faut dire que c'est aussi lui le créateur de la série qui a été annulé au bout de 6 épisodes. 2 autres ont été tournés mais n'ont jamais été diffusés. Cette comédie racontait l'histoire de Johnny Tenuti qui sort de prison après 5 ans et se voit proposer de remplacer un type à son anniversaire de mariage. Johnny est accusé plus tard d'avoir tué le fils du don de la mafia et se retrouve finalement à rejoindre une compagnie de gens du voyage sous le nom de Johnny Bago. Le premier épisode donnait le ton et il était en fait assez réussi. On va le retrouver moins souvent dans le genre en tant que producteur. On va quand même le retrouver quand il va produire le film en 2003, Les Associés, un film de Ridley Scott, peut-être même un des moins connus du réalisateur. Un film avec Nicolas Cage, Sam Rockwell ou encore Alison Lohman, qui raconte l'histoire d'un escroc qui souffre de divers troubles, et lui et son associé vont rencontrer la fille de cet escroc et vont ensemble flairer un pigeon. La fille de l'escroc va bien espérer apprendre de son père. Film qui est d'ailleurs plutôt sympathique, même si c'est pas le meilleur de Scott. Autre film produit dans le genre, The Prize Winner of Defiance, Ohio, sorti en 2005 et réalisé par Jane Anderson avec Julianne Moore, Woody Harrelson et Laura Dern. Film qui raconte l'histoire de Terry Ryan, une femme qui a aidé son mari et leurs 10 enfants à remporter un concours d'écriture. Le dernier qu'il a produit dans le genre est sorti en 2006 et ça s'appelle Vacances sur ordonnance. Franchement, le titre est un peu merdique. C'est réalisé par Wayne Wang avec Queen Latifah, l'histoire d'une femme qui découvre qu'elle a atteint d'une maladie incurable et va profiter de ses derniers instants pour se faire plaisir avec les vacances dont elle a toujours rêvé. Donc pour cette période, pour ces plaisirs de Robert Zemeckis, c'est terminé et on va passer à un autre de ses plaisirs, une autre de ses grandes marottes, du moins qu'il a eu pendant très longtemps, c'est l'animation et notamment la performance capture. Mais si on doit parler de l'animation par Zemeckis, on ne peut pas parler uniquement de la performance capture. Il faut parler de tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu apporter dans le domaine de l'animation, et il a apporté beaucoup, en finalement assez peu de films. Et la première fois qu'on l'a vu faire de l'animation, parce que j'ai décidé que ce film serait classé dans la partie animation, c'est avec l'excellent, le génial, l'inoubliable Qui veut la peau de Roger Rabbit. C'est donc en 81 qu'est sorti le roman de Gary K. Wolf qui a censuré Roger Rabbit. Rapidement, le réalisateur Darrell Van Kitters reconnaît qu'il y a quelque chose à en tirer et qu'en mêler prise de vue réelle et animation, ça pourrait fonctionner. Le gendre de Walt Disney se rend alors lui aussi rapidement compte qu'il y a peut-être quelque chose à en tirer de ce roman. Et sauf que le roman il est sombre, il est même très sombre. Roger meurt très vite, Jessica est née dans des comics porno, c'est impossible de mettre ça à l'écran pour Disney. Jeffrey Price et Peter Seaman sont alors engagés pour écrire le scénario. Des dizaines de versions seront élaborées pour réduire les coûts, et Zemeckis et Spielberg n'entreront dans la danse qu'en cours de route. Une fois tout le processus mis en marche, Harrison Ford est envisagé pour le rôle principal, tout comme Bill Murray, mais c'est finalement Bob Hoskins qui va l'obtenir. Mais venons-en au film. Roger Rabbit, c'est un toon qui apparaît dans divers dessins animés, notamment avec Bébé Herman. Alors pas réellement, on parle bien du film spécifiquement. Mais il n'est pas dans son assiette ces derniers temps, et le détective Eddie Valiant est engagé pour lui ramener des photos de son épouse, Jessica Rabbit. Parce qu'il se trouve que celle-ci fricote avec Marvin Acme. Mais l'histoire va pas s'arrêter là, puisque Roger est ensuite accusé du meurtre de Marvin. Le film va donc mélanger animation avec de nombreux personnages de Disney et de Warner, puisqu'il a été dessiné une parité entre les deux groupes, et qu'on voit ainsi autant Donald que Daffy Duck, Mickey, Bugs Bunny ou encore Betty Boop. Et prise de vue réelle. L'ambiance est au polar noir, mais avec de nombreuses touches d'humour, notamment liées au toon. Il faut tout de même reconnaître que le projet est culotté pour l'époque, et que les attaques envers les systèmes de production sont nombreux.
Bébé Herman qui met la main au cul de son assistante par exemple, ou encore même du harcèlement sexuel. Le résultat est incisif, corrosif et se permet des moments qui m'auront marqué, voire effrayé dans ma jeunesse. Il faut dire que le juge de mort, incarné par un excellent Christopher Lloyd, est aussi flippant qu'il est tounesque. Et la performance technique est absolument remarquable pour l'époque. Sans oublier le scénario, tout aussi maîtrisé, dans le soin du détail que celui de Retour vers le futur. Le film est bluffant sur tous les points et la mise en scène de Zemeckis n'est pas à mettre de côté. Le bonhomme menant là un autre de ses projets les plus réussis, devient même mythique finalement. Mais il lui faudra alors plusieurs années pour revenir enfin à l'animation, mais cette fois-ci à l'animation pure. Et il va revenir avec un film qui sera pas n'importe quel, puisqu'il va adapter le Boreal Express de Chris Van Allsburg, auteur aussi de Jumanji, mais il va l'adapter sous le nom de Pol Express. Il faut dire que Zemeckis, ce Pol Express, ce Boreal Express, il le lisait chaque année à son fils, et que Tom Hanks le lisait également au sien. Ça semblait donc logique que les deux se retrouvent, cette fois en usant de la performance capture, donc une technologie qui commence à se montrer et qui représente un véritable défi technologique. Zemeckis participera ainsi à l'écriture en compagnie de Andrew Adamson, qui sort tout juste des deux premiers Shrek, et William Broad Jr. À la musique, Silvestri va cette fois collaborer avec Harry Gregson Williams, et c'est Simon Wells qu'on retrouve au storyboard. Le film sort le 10 novembre 2004 et il aura coûté 165 millions de dollars, et sur une somme un tout petit peu plus grande qu'auparavant. On va y suivre un jeune garçon qui commence à douter de l'existence du Père Noël, mais qui va être amené à monter dans le Pol Express pour vivre une grande aventure. Et c'est parti pour le spectateur qui est prêt à retrouver un film de Noël plus qu'à la hauteur de ses ambitions. Alors évidemment, ici on est en 2023, et la performance capture ça a grandement évolué depuis. Aujourd'hui, l'animation du film elle paraît trop légère, le manque de détails est parfois criant et les animations sont parfois peu précises. Mais à sa sortie, le Pol Express était une véritable révolution. Et encore aujourd'hui, au-delà de son aura, on ne peut lui retirer sa charge émotionnelle et le plaisir de visionnage qu'on ressent. On retombe en enfance aussi grâce à un Zemeckis qui maîtrise tellement son art que livrer un film de Noël, simple mais puissant, représente aussi une forme de défi. Celui de faire fondre les cœurs et de rappeler aux adultes, autant qu'aux plus jeunes, l'impact de Noël sur leur vie, sur leurs croyances. Et ceci à coup d'aventures incroyables, de courage légendaire et de personnages mythiques. Il faut dire aussi que le choix des voix, des acteurs pour la capture, des mouvements et le mixage du tout donne un résultat difficilement oubliable pour un film majeur de la carrière du cinéaste. On fait un petit retour en arrière encore une fois, on revient en 96, puisque cette fois Neil Gaiman et Roger Avary s'associent pour écrire l'adaptation des comics Sandman de Neil Gaiman. Mais le projet n'aboutit pas. Les deux décident cependant de continuer à collaborer et écrivent une adaptation d'un poème anglo-saxon nommé Beowulf. La société Imageworks, qui appartient à Zemeckis, met une option sur le script. Celui-ci doit alors être un film à petit budget réalisé par Roger Avary. Une nouvelle fois, le projet ne va pas au bout et Avary récupère les droits. En 2005, un producteur convainc celui-ci que Zemeckis pourrait réaliser le film à l'aide de la performance capture. Zemeckis n'est pas fan du poème, mais il entrevoit de sacrées possibilités, et après une petite réécriture le rendant plus épique, il finit par se lancer. Et, surprise, il est déconseillé aux moins de 16 ans. Tout du moins aux États-Unis, et aux moins de 12 ans chez nous. Est-ce qu'il y a une raison pour ce conseil ? Oui, le film il est épique certes, mais il est aussi violent et cru. C'est pas une habitude chez le réalisateur, mais il faut pas oublier qu'il est avant tout un conteur. Alors il va mettre en image l'histoire de ce Beowulf, héros débarquant pour combattre Grendel, fils d'un roi anciennement héroïque devenu un vieil ivrogne et d'une femme démoniaque. Grendel est devenu un monstre se rappelant en souvenir de son père en détruisant tout ce qu'il fait. Ça c'est pour le démarrage, parce que l'histoire va ensuite prendre une toute autre tournure. Et surtout, le personnage de Beowulf il est pas tout blanc. C'est la grande force d'un film dont la performance capture magnifique de l'époque, elle a un poil vieilli aujourd'hui mais elle reste quand même parfois remarquable de détails, ferait presque oublier la qualité de l'écriture. Sans oublier la mise en scène avec des affrontements qui ne sont parfois pas sans rappeler God of War. Et tout cela porté par un casting au sein duquel on trouve Ray Winstone, mais aussi Robin Wright, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, John Malkovich, Brendan Gleeson, Crispin Glover ou encore Alison Lohman. Esthétiquement, si on pourra toujours dénoter quelques légères fautes de goût, le film reste un modèle entre son univers nordique, son côté sombre, et en opposition, le clinquant des objets et des reliques. Et ce sans compter sur l'aspect monstrueux de certains personnages. Beowulf est une aventure incroyable à revoir, redécouvrir, et peut-être, comme ce fut mon cas, à réévaluer tant elle mérite mieux que ce que j'avais cru y voir au départ, un écrin vide. Non, en fait il est bien rempli et il a un cœur énorme. Et 2 ans plus tard, Zemeckis est de retour,
toujours en animation, toujours en performance capture, avec cette fois-ci le drôle de Noël de Scrooge. Et cette fois, il a pas moins de 200 millions de dollars de disponibles. Du coup, il va se pencher sur une énième adaptation de ce classique ultra connu, le fameux Un chant de Noël de Charles Dickens. Il faut dire que Zemeckis est fan de l'œuvre écrite, qu'il a découvert jeune et qu'il considère comme une fascinante histoire de voyage dans le temps. Alors cette fois, il va écrire le film lui-même et profiter encore de la musique de Silvestri. Il engage Jim Carrey qui saute sur l'occasion d'interpréter 8 personnages différents pour la performance. Il lui adjoint Gary Oldman, Colin Firth, Bob Hoskins, Robin Wright ou encore Carrie Elwes. Le film sort dans les salles le 6 novembre 2009. Et pour le coup, Zemeckis va pas faire dans la surprise ou l'originalité pour l'histoire. Il reprend celle d'origine. Ebenezer Scrooge y est toujours le même vieux riche et irascible, détestant Noël, qui va se faire visiter par un esprit lui indiquant qu'il va recevoir la visite des esprits de Noël, passés, présents et futurs. Chacun lui donnant à réfléchir sur sa haine de Noël, mais encore plus sur son attitude vis-à-vis des autres. Au fil du film, Scrooge va ainsi prendre conscience de ses actes et de son manque de générosité. La performance capture permet ici à Zemeckis de se faire plaisir et donc de livrer des séquences visuellement époustouflantes bien servies aussi par les acteurs, tous très bons. Il n'est ainsi pas difficile de se plonger dans cette histoire, d'autant qu'elle ne cherche pas à se mettre le jeune public dans la poche en infantilisant, loin de là. Non, ici le public est pris au sérieux et on lui offre une vision de Noël de la réelle signification de la fête. Aujourd'hui trop souvent oubliée au profit des simples cadeaux. Le résultat est passionnant, bluffant visuellement, et cette dernière incursion de Zemeckis dans la performance capture est une remarquable réussite. Et on fait un bond de quelques années en un temps cette fois-ci, pour parler de ce qui est à l'heure actuelle le dernier film de Zemeckis. Il s'agit de Pinocchio. Mais pas n'importe quel Pinocchio, puisque Disney est en pleine folie de remake, ils font du remake live à toutes les sauces, du remake live plus ou moins, et ils pouvaient pas passer à côté de Pinocchio. Du coup, ils ont engagé Peter Hedges comme scénariste en 2015. 2 ans plus tard, Chris Weitz, ex-réalisateur d'American Pie, et plus récemment connu pour les scénarios de Rogue One et de Cendrillon, va finir par prendre sa place. C'est Sam Mendes qui est alors contacté pour le réaliser, mais il refuse. Du coup, ils appellent Paul King, réalisateur des Paddington, qui prend la place et qui choisit Tom Hanks pour incarner Geppetto. Finalement, Jackson retravaille le scénario avant qu'en 2018, Simon Farnaby en écrive une nouvelle version. En janvier 2019, Paul King abandonne pour raisons familiales. Zemeckis reprend alors le projet et Tom Hanks, qui l'avait quitté au départ de Paul King, en profite pour faire son retour. Celui-ci reprend alors le script, Zemeckis reprend le script avec l'aide de Chris Weitz. Et là, il y a comme un petit souci, parce que ce qu'il va offrir, c'est globalement un copier-coller du film original. Bon, en réalité, hormis les 20 dernières minutes qui sont hideuses visuellement, le reste tient la route si on met de côté l'aspect un peu trop plastique de Pinocchio qui ressemble plus en effet à du plastique qu'à du bois. On a vu mieux, certes, mais le divertissement est quand même présent. De plus, les présences de Luke Evans ou au doublage de Joseph Gordon-Levitt, Cynthia Erivo ou Keegan-Michael Key apportent au film. La VF a cependant rapidement fait débat quand on a constaté l'absence de Jean-Philippe Puy-Martin, qui n'y a pas doublé Tom Hanks, sa voix étant jugée trop jeune, ce qui est un peu une aberration. Une mauvaise surprise qui s'ajoute à celle de voir le film sortir uniquement sur Disney+, et surtout au manque de prise de risque de Zemeckis vis-à-vis de l'original. À peine quelques nouveaux chants, pas forcément très inspirés d'ailleurs, et pour le reste, ce sont même plus des clins d'œil mais des scènes entières qui sont reprises du film de 1940. Alors si Disney voulait faire mieux que Dumbo ou Maléfique 2 avec ce film, c'est raté. Zemeckis semble même pas plus emballé que ça par son propre film pour le coup. Mais Zemeckis a aussi produit des films d'animation, notamment en 2006 le Monster House de Gil Kenan. On y suit un jeune garçon qui s'inquiète à propos de son voisin qu'il pense coupable de la disparition de sa femme et signale des événements étranges dans cette maison. En 2011, il produira également le Milo sur Mars de Simon Wells. On y suit la mère de Milo après une dispute avec celui-ci qui est enlevé par des martiens. Milo va les suivre jusque sur Mars. Mais alors on le sait peu, et je le savais peu aussi avant de faire un tour sur cette carrière, mais visiblement ce que Zemeckis aime avant tout, c'est bel et bien les films d'horreur. Et oui, il n'en a pas réalisé beaucoup, mais il aime bien les histoires un peu horrifiques, et les histoires qui mélangent humour et horreur, c'est quelque chose qui semble lui plaire. Et la première fois qu'il a fait une petite apparition dans le genre, c'est avec le film La mort vous va si bien, un film sorti juste après la trilogie Retour vers le futur. Une comédie un peu morbide, dans laquelle Zemeckis a tenté de confirmer le talent qu'on avait entrevu jusque-là. Et c'est ce qu'il va faire, et bien plus, malgré un résultat qui sera un peu en deçà et qui sera pas forcément très apprécié à sa sortie.
Cette fois, le scénario, il va pas l'écrire. Ce sera Martin Donovan et David Koepp, qui va signer l'année suivante Jurassic Park, qui s'en occuperont. Il va y raconter l'histoire de Madeline Ashton, une actrice ratée qui va rencontrer Ernest Menville, chirurgien esthétique, alors que celui-ci avait été emmené à son spectacle par sa femme. Ernest va tomber sous le charme d'Ashton et ce ne sera pas la première fois qu'il délaissera sa femme. Les deux vont devenir des ennemis toujours. Pourtant, à la sortie, le film est plutôt bien accueilli par la presse, c'est même devenu un symbole LGBT depuis. Mais au-delà de cette anecdote, ce qui impressionne dans le film, c'est bien la mise en scène et les effets visuels, qui précédaient d'ailleurs ceux de Jurassic Park. Avec un mélange d'effets pratiques et d'effets numériques, Zemeckis et son équipe ont réussi à rendre crédible cette comédie qui va finir par ressembler à une œuvre horrifique, parfois pas très loin d'un Tim Burton. La science de Zemeckis et son talent pour trouver un casting haut niveau est indéniable et il tire ici le meilleur de Bruce Willis, aussi de Meryl Streep et de Goldie Hawn pour former un trio inoubliable. Meryl Streep reconnaîtra cependant avoir détesté tourner pour du numérique et qu'elle ne pensait pas le refaire. Bon, finalement, la suite de sa carrière va l'y obliger. La justesse dramatique du film, qui, par-delà la comédie, parvient à créer des relations, à faire vivre ses personnages et à surprendre le spectateur, que La mort va si bien n'a pas tant vieilli, il le doit à tous ces éléments conjugués, même si son introduction est un peu longuette. Le beat commercial qu'il a subi était injustifié et le film est à découvrir et réévaluer. Mais 1992 aurait bien pu être l'année de la fin pour Zemeckis. Mais en 2000, alors qu'il a mis le tournage de Seul au monde en pause pendant que Tom Hanks s'était occupé à perdre du poids et faire pousser sa barbe, Zemeckis va revenir au genre en mettant en image un scénario de Clark Gregg écrit avec Sarah Carnochan. Donc le Coulson de Marvel signe son premier script, et pour Zemeckis, une chose est sûre et certaine, le couple à l'écran ne peut être incarné que par deux acteurs, Harrison Ford et Michelle Pfeiffer. Alors c'est l'histoire d'un couple qui habite depuis peu dans une maison du Vermont. Leur fille est partie et ils se retrouvent seuls. Peu de temps avant, Claire, la femme, a eu un accident de voiture et a maintenant des troubles de mémoire. Rapidement, Claire va croire la maison hantée, peut-être par la femme de son voisin qu'elle soupçonne de l'avoir tuée. Le film sort le 21 juillet 2000 et il dure 2h10. Une durée qui peut sembler longue pour ce qui demeure un modèle du thriller horrifique. Modèle parce qu'il en établit autant des codes qu'il en reprend et à son avantage. La maîtrise du réalisateur se ressent ainsi dans la façon dont les apparitions vont se faire. Sans esbrouf souvent, il les cache ici ou là et les fait se matérialiser légèrement. Le spectateur se demandera s'il les a vraiment vus même. Mais tout tourne finalement autour de cette relation du couple et pour ça, il fallait des acteurs solides. Évidemment, Ford, par son charisme, sa présence, et Pfeiffer pour les mêmes raisons, mais aussi son jeu, sont bluffants et permettent à Zemeckis de livrer un des meilleurs films du genre. L'apparence est pourtant le film du réalisateur qui fait le moins parler, un des films qui reste les plus discrets alors qu'il combine à merveille tout ce qu'aime le réalisateur. L'Amérique pure, sa beauté, mais aussi son côté malsain, sa violence parfois masquée, et forcément ses fantômes, parce qu'il s'agit bien d'un film de fantômes avant tout. Un genre pas facile à maîtriser mais que Zemeckis sublime ici, se montrant autant mainstream qu'à contre-courant, une bien belle performance. Mais c'est pas tout ce qu'il fera dans le domaine, puisque dès 1989 il a en réalisé 3 épisodes des Contes de la Crypte. Et le premier c'est le second épisode de la première saison, un épisode nommé Nuit de Noël pour femmes adultères, dans lequel une femme adultère tue son mari, un Père Noël tueur va venir la terroriser. Un épisode plutôt réussi d'une vingtaine de minutes. En 91, pour la 3e saison, Zemeckis réalise l'épisode Trouillard, le dernier de la saison. Il va raconter, aidé par Kirk Douglas, Lance Henriksen et Dan Aykroyd, l'histoire d'un général et de son fils lieutenant pendant la Première Guerre mondiale. Le jeune lieutenant est accusé de couardise dans cet épisode plus long et lui aussi assez réussi. Un épisode qui d'ailleurs n'a jamais été doublé en français. Ce sera le seul de la saison qui a jamais été doublé, ce qui est quand même assez étrange au vu de la renommée du réalisateur. En 95, pour la 6e saison des Contes de la Crypte, il revient avec « Vous, le meurtrier ». Au casting, pas moins que John Lithgow, Sherilyn Fenn ou encore Isabella Rossellini. Et même Alfred Hitchcock et Humphrey Bogart par le biais d'images d'archives. Un épisode tourné à la première personne dans lequel un cadavre nous raconte ce qui l'a amené là. Un épisode intéressant dans la forme mais un peu trop facile dans le fond. Il sera également scénariste sur Expérience Interdite, une série en 10 épisodes de 20 minutes qui est un spin-off des Contes de la Crypte présenté par un robot féminin nommé Chrome. Rien à voir avec Google par contre. Pour le coup, on est plus dans la fantastique SF, mais avec un côté horrifique. Mais c'est surtout dans la production de films d'horreur qui va se montrer, avec pas mal de films du genre. En 95, il va produire le film Le Cavalier du Diable de Ernest Dickerson, un film avec William Sadler et Jada Pinkett Smith.
Un film qui est tiré d'ailleurs des Contes de la Crypte. On y suit un homme poursuivi par un personnage nommé le Collectionneur qui se réfugie dans un hôtel. Il va y passer une longue nuit d'horreur. En 96, il va produire un grand film d'horreur, un des meilleurs et un de ceux dont on parle bizarrement plus trop aujourd'hui. Un film de Peter Jackson nommé Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox. L'histoire d'un médium qui arnaque les habitants d'une ville avec ses amis fantômes jusqu'au jour où les infarctus commencent à se multiplier. Un film que je vous conseille grandement de voir. Toujours en 96, il produit un film de Gilbert Adler sur une histoire de lui-même et Bob Gale qui s'appelle La Reine des Vampires. On y suit la vampire Lilith qui a été ressuscitée pour tenir une maison close, mais la disparition d'un client va lancer une enquête sur la maison. En 99, il produit le film de William Malone, La Maison de l'horreur, avec Geoffrey Rush et Famke Janssen. Evelyn est l'épouse d'un riche homme d'affaires. Pour son anniversaire, elle espère un lieu original et son mari lui trouve une maison dans laquelle ont eu lieu tout type de crimes. Sur place, ils découvrent qu'ils ne connaissent aucun invité. Son mari lui propose alors 1 million s'ils survivent jusqu'au lendemain. En 2002, il produit un film de Steve Beck nommé 13 fantômes. Visiblement, il aime bien les fantômes, Robert. Au casting, on y retrouve Tony Shalhoub et Amber Davids. On y suit Arthur qui s'installe avec son oncle dans une maison en verre et qui va relâcher 12 fantômes qui ont l'air très dangereux. En 2002, toujours, c'est un autre film de Steve Beck qu'il produit puisque c'est Le Vaisseau de l'Angoisse. On y découvre des phénomènes étranges qui se produisent sur un cargo dont tous les occupants ont été tués des décennies auparavant. L'année suivante, en 2003, il va produire le film de Mathieu Kassovitz, Gothica, qui compte à son casting Alberi, Robert Downey Jr. ou encore Penelope Cruz. Cette fois, une femme est accusée d'un meurtre dont elle n'a aucun souvenir et va tenter de retrouver la mémoire. Et en 2005, sa dernière production horrifique, ce sera La Maison de Cire, film de Jaume Collet Serra, dans lequel on retrouve entre Jared Padalecki et Paris Hilton. Un groupe d'amis se retrouve dans une ville abandonnée, ils y trouvent une attraction, une maison de cire. En effet, tous les habitants de la ville sont en cire confectionnée à base de corps humains et vont devoir s'enfuir avant d'en faire partie. Pour la partie horreur, c'est donc terminé, mais pour rester un peu dans le genre, pour rester un peu dans l'imaginaire, Zemeckis a aussi réalisé quelques œuvres fantastiques dont on va parler tout de suite. En fait, en tant que réalisateur, il fera une seule apparition dans un style fantastique, et c'est une apparition assez récente et malheureusement un de ses films les plus ratés. Il s'agit de Sacrée sorcière. En 1990, Nicolas Roeg a réalisé Les Sorcières, un film avec Anjelica Huston adapté du roman de Roald Dahl. 30 ans plus tard, Zemeckis se retrouve donc à la tête de Sacrée sorcière, adapté du même roman avec cette fois un changement d'époque. Sauf que, surprise, contrairement aux habitudes, le livre se déroule dans les années 80 et le film dans les années 60. On a plus l'habitude de l'adapter à la période actuelle, mais là, on fait un petit retour en arrière. Le narrateur, c'est un vieil homme noir, plus ou moins un homme noir vieillissant, qui raconte une partie de son enfance. Il a perdu ses parents en 1968 dans un accident de voiture, il est alors recueilli par sa grand-mère et découvre bien contre son gré que les sorcières existent. Il va alors rapidement être suivi par elle dans l'hôtel dans lequel il est parti se réfugier et va devoir les démasquer et les combattre. Malheureusement, Zemeckis parvient pas ici à retrouver le charme de ses réalisations d'antan. Son film, qui est sorti directement en VOD d'ailleurs, en pleine période Covid, profite pourtant de tout un tas de talents. Silvestri est de retour à la musique, le scénario est signé Kenya Barris, Zemeckis lui-même, et Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón à la production, mais aussi Octavia Spencer, Anna Thaoué, Stanley Tucci ou encore Chris Rock au casting. Mais le film souffre de la prestation boursouflée d'Anna Thaoué, des effets spéciaux assez dégueulasses, cause Covid ou pas, les savoir, d'un rythme très aléatoire ou tout simplement au final d'une conjonction d'éléments qui ne matchent pas du tout entre eux. Le résultat rappelle l'échec du Bon Gros Géant. C'est plein de couleurs, de jeux extravagants, c'est Roald Dahl, mais c'est pas du tout adapté au format cinéma finalement. Dommage parce que comme pour son ami Spielberg, Zemeckis se plante un peu avec ce film tout juste moyen. Mais pour le coup, pour le fantastique, il s'est pas limité au cinéma. On l'a vu notamment en 85 réaliser l'épisode Go to the Head of the Class pour la série anthologique Histoire fantastique, une série créée par Steven Spielberg. Il raconte l'histoire de deux étudiants qui jettent un sort à leur prof de maths. En termes de production, il aura produit un seul film fantastique. C'était en 2007 et c'était le film Les Châtiments de Stephen Hopkins avec Hilary Swank et David Morrissey. On y suit une femme qui a passé toute sa vie à démystifier les phénomènes surnaturels, mais qui va devoir se rendre dans une ville touchée par des châtiments bibliques. Bon, globalement, sur le fantastique, Zemeckis, il n'aura pas énormément œuvré, et pour le peu qu'il aura fait, ça n'aura pas été franchement réussi. On va donc venir sur un autre style qu'il a abordé à plusieurs reprises,
qui bizarrement concerne les ovnis. Et les ovnis, il en a parlé dans le film Contact, sorti en 97, ce qui était un changement total de registre à l'époque pour Zemeckis, qui revenait sur un projet qu'il avait abandonné plus tôt, puisque ça a démarré en 80. L'astrophysicien Carl Sagan tente alors d'écrire un scénario. Mais en l'absence d'investisseurs, la productrice lui recommande d'en écrire un roman qui est publié en 85. Cette fois, ça intéresse la Warner qui en 90 engage le scénariste James V. Hart et le réalisateur Roland Joffé, qui sort notamment des Maîtres de l'Ombre. Mais Joffé jette l'éponge et en 93, Michael Goldenberg réécrit le scénario. Il le propose à Zemeckis. Ce dernier refuse parce qu'il n'aime pas la fin. George Miller se retrouve alors à la tête du projet, il engage Jodie Foster et Ralph Fiennes et reprend le scénario avec Menno Meijes et Mark Lamprey. Ultra ambitieux, le film prend du retard dès la production et Miller est remercié dès 95. La Warner revient alors vers Zemeckis qui accepte de reprendre le film en échange d'un contrôle artistique total. Contact voit enfin jour en 97 et sera reçu de façon pour le moins mitigée. On y suit Ellie, une scientifique talentueuse passionnée par la possible existence d'une vie extraterrestre. Elle mène un projet à ce sujet mais va se retrouver ennuyée par des menaces de fermeture alors qu'elle commence à accumuler les preuves d'une possible existence extraterrestre. Et voilà globalement le pitch d'un film qui dure 2h33. Au passage, Ralph Fiennes a été remplacé par Matthew McConaughey et on trouve aussi James Woods, William Fichtner, Tom Skerritt, John Hurt, David Morse, Angela Bassett ou encore une toute jeune Jenna Malone. Un film qui n'est pas sans rappeler un certain Interstellar d'ailleurs. Ce qui n'est guère surprenant quand on sait que Miller et son équipe n'hésitent pas à dire aujourd'hui que leur film s'en rapprochait. Ici, le point central sera le débat entre la science et la religion, un débat encore présent aujourd'hui et qui mènera ce film anti-spectaculaire au possible, préférence tournée vers la discussion et les événements se déroulant sur Terre jusqu'à son final, qui ne sera pas sans rappeler celui de Interstellar justement. Le casting est très bon, mais Zemeckis se met en retrait, met son sens de la mise en scène en arrière, derrière forcément le sujet, les acteurs et le scénario. Le résultat peut forcément paraître pompeux, lent, et pour certains il aura même été moralisateur et aura entraîné un rejet immédiat. Au point que South Park s'en moque encore régulièrement. Pourtant, le film il reste très actuel, encore parfaitement dans les clous du sujet de la recherche d'une vie extraterrestre aujourd'hui. Contact, globalement, c'est un bon film. Il manque simplement du temps qu'il aurait fallu pour le développer parfaitement. C'est regrettable, mais il reste à redécouvrir encore aujourd'hui. Dans le genre, Zemeckis aura aussi produit et écrit la série Project Blue Book, une série qui suit un docteur en astrophysique et un pilote de l'US Air Force qui tente d'expliquer les apparitions d'ovnis. Une série qui aura duré 2 saisons et 20 épisodes. Pour le reste des projets de Zemeckis, c'est plus difficile de les classer, et donc on va les ranger dans une catégorie autre, une catégorie un peu fourre-tout. Et on va commencer donc avec La Grosse Magouille. La Grosse Magouille est un film qui a été écrit par Zemeckis et Bob Gale, malgré l'échec. À l'époque, The Crazy Days, c'était le deuxième film du duo. C'est sorti le 11 juillet 1980 dans les salles américaines, il n'est pas sorti en salle en France, et la musique était signée alors Patrick Williams. Au casting, on retrouvait notamment dans le rôle principal Kurt Russell. Parce que ce film, finalement, c'était Universal qui devait le produire, mais c'est finalement Columbia qui a récupéré le film alors qu'Universal s'était désengagé. Spielberg découvre le script et s'engage une nouvelle fois comme producteur exécutif, bien qu'il y ait une réplique qu'il gêne dans le film, une réplique que refuseront de couper Zemeckis et Gale. Le film raconte l'histoire de 2 frères, vendeurs de voitures d'occasion qui se détestent, et quand l'un d'eux disparaît, l'autre se met à enquêter. La Grosse Magouille reste aujourd'hui un film difficile à voir, bien qu'il existe un DVD Zone 1 facilement trouvable si vous avez le lecteur adapté. Du coup, je vais pas pouvoir m'attarder dessus, puisque je n'ai pas pu le voir. Il faut tout de même savoir que le film a reçu un excellent accueil du public lors des projections tests, et que la Columbia a décidé d'avancer sa sortie, justement suite à ses excellents retours. Sauf que, sans promotion, il a subi un échec public criant qui fait encore rager Zemeckis aujourd'hui. On va raconter une petite histoire maintenant. Un jour, une serveuse, Diane Thomas, rencontre Michael Douglas. À l'époque, le bonhomme est un peu boudé par Hollywood. Elle lui glisse un script. Michael Douglas est impressionné et décide de le produire. Il s'agit d'À la poursuite du diamant vert. Robert Zemeckis le récupère des mains de Douglas et fait procéder à quelques réécritures. Lem Dobbs, Howard Franklin et Treva Silverman s'en occupent. À la musique, Alan Silvestri est engagé et ce sera la première collaboration entre le réalisateur et le compositeur. Le film est sorti le 30 mars 1984. On y suit une romancière, Joanne Wilder,
qui doit ramener une carte à sa sœur en Colombie. Alors qu'elle est victime d'un accident, elle est tirée d'affaire par un aventurier, Jack Colton, qui comprend vite que la carte mène à un trésor. Souvent comparé à Indiana Jones, mais toutefois assez différent, se référant aux grands films d'aventure des décennies précédentes tout en étant furieusement ancré dans les années 80, le film met en vedette Michael Douglas, forcément, mais aussi Kathleen Turner et Danny DeVito. Un casting qui ne portera pas seul le film car Zemeckis fait preuve d'une sacrée efficacité en tant que metteur en scène, livrant là une œuvre drôle, aventureuse et romantique comme peuvent l'être les films du genre. Action, aventure et paysages verdoyants, jungle, alligators et fleuves sont donc au programme d'un film sacrément rythmé qui ne cherche jamais à surpasser les maîtres du genre. Action, aventure et paysages verdoyants, jungle, alligators et fleuves sont donc au programme d'un film sacrément rythmé qui ne cherche jamais à surpasser les maîtres mais à leur rendre un bel hommage. Ce qu'il fait indéniablement en jouant sur les clichés de manière parfois sûrement trop frontale. Alors certes, le film n'est pas parfait mais reste comme un modèle de son époque. Le revoir aujourd'hui laisse un goût nostalgique qu'on ne voudrait pas retirer. Alors certes, on pourra essayer de le garder avec la suite, nommé Le Diamant du Nil, qui conserve le même casting, mais cette fois réalisé par Lee Wistig, le résultat sera tout de même moins marquant. D'ailleurs, il faut noter que le succès du film, le premier vrai succès du réalisateur, poussera Michael Douglas à acheter une Porsche à Diane Thomas, qui a réussi à relancer sa carrière. Tristement, celle-ci mourra peu de temps après, à 39 ans, alors que son petit ami ivre conduisait la dite Porsche. En 2015, on annonce que Zemeckis réalisera un thriller romantique sur fond de Seconde Guerre mondiale. Un film inattendu de la part du réalisateur mais qu'il va parvenir à mener à bien pour le sortir le 23 novembre 2016. Sur un scénario de Steven Knight, qui sortait tout juste de Locke à Vif ou encore Crazy Joe. Brad Pitt y incarne Max Vatan, un espion canadien. Lors d'une mission, il doit former un couple avec Marianne Beauséjour, une espionne française. Finalement, après la mission, elle le suit à Londres, ils se marient et ont un enfant. Mais Vatan apprend alors qu'elle serait un agent dormant nazi, il va alors tout faire pour la disculper. Et franchement, on n'attendait pas Zemeckis sur ce créneau. Et pourtant, à la vision du film, ça semble évident. Ce qui a intéressé le réalisateur, c'est pas le contexte de la Seconde Guerre mondiale, mais bien l'histoire d'amour. L'aspect romantique de l'histoire, et aussi la sensation constante de peur, d'être observé, le doute finalement. Il y a là derrière une excellente histoire à raconter, et si Allier ne fera pas partie des grands films de Zemeckis, il rappelle quand même une fois de plus son talent de conteur et de metteur en scène. Tant il est capable de livrer des scènes esthétiquement sublimes, et en œuvrant en plus avec un duo Pete Cotillard soutenu aussi par les présences de Lizzie Kaplan, Jared Harris, Matthew Good ou encore Camille Cotin. Les films proposent à quelques rares mais bien foutues séquences d'action, et donc surtout un développement de l'histoire et des personnages qui est pertinent. Allier finira comme une œuvre peut-être mineure, mais dans une carrière qui est d'ores et déjà majeure. Dans les autres projets un peu autres du réalisateur, on pourra souligner Smoking, Drinking and Drunking in the 20th Century, The Pursuit of Happiness, qui est un documentaire d'une série de 6 qui traite de la dépendance au XXe siècle. Je vais vous avouer que j'ai pas réussi à le trouver et à le voir, donc je pourrais pas vous en dire plus. Il a aussi écrit le 1941 de Spielberg, au casting duquel on retrouvait Dan Aykroyd, Ned Beatty, John Belushi, Christopher Lee ou encore Nancy Allen. Une vraie catastrophe industrielle qui a failli mettre fin à tout le système hollywoodien, et qui racontait l'histoire en 1941 des Américains qui tentent d'organiser la résistance face à l'envahisseur japonais, une sorte de parodie, assez marrante par moments mais quand même sacrément bancale. Il a également écrit, avec Bob Gale, Les Pilleurs de Walter Hill, qui comptait au casting William Sadler, Bill Paxton ou encore Ice Cube. Inspiré du Trésor de la Sierra Madre de John Huston, le film suit deux pompiers qui sauvent un homme qui leur remet une carte menant à un trésor caché dans une zone industrielle qui va les mener à un gang local qui est en train de perpétuer un meurtre. On lui doit aussi la série What If, sortie assez récemment, une série qui étudie les effets d'une décision discutable sur certaines personnes. Une anthologie où chaque saison est différente et raconte une histoire différente. En 1992, il a également produit L'œil public, un film de Howard Franklin avec Joe Pesci et Barbara Hershey, qui se déroule dans les années 40, où un photographe friand de clichés aide une veuve à se dépêtrer d'une affaire avec la mafia. Voilà donc pour la carrière de Zemeckis. Alors pour la suite, on sait que Zemeckis travaille actuellement sur Here, qui est adapté d'un roman graphique qui se déroule sur plusieurs décennies, voire plus, et sur les personnages qui habitent une pièce durant celle-ci. Film avec Tom Hanks, Robin Wright, Paul Bettany et Kelly Reilly qui reste assez énigmatique pour l'instant.
De la carrière de Zemeckis, on retiendra essentiellement, et comme je l'ai pu le dire à plusieurs reprises durant les vidéos, ses talents de conteur et son envie de raconter des histoires, quelle que soit la forme. Alors il a tenté des choses techniquement, il a fait de la performance capture, il l'a amené à un niveau supérieur, et ce sont des choses qui sont souvent très bien. Zemeckis, il a peu de films réellement ratés ou réellement mauvais. Il y a quelques petites choses un peu en deçà, on en reparlera juste après, mais globalement, c'est un réalisateur qui a su marquer l'histoire d'Hollywood en livrant un nombre de films vraiment très réussis, assez impressionnant malgré tout. C'est un réalisateur qui sait écrire, qui sait mettre en scène, qui sait sélectionner ses musiques, qui sait sélectionner ses castings. C'est un réalisateur dont on attend toujours beaucoup, et ce, même si ses 2 derniers films étaient en deçà du niveau attendu. On espère que le prochain retrouvera la verve qu'il avait pu avoir par le passé. Parce que pour finir, on va faire un petit top 3 et un petit flop 3. Et du coup, on va commencer par le flop 3, parce que ce serait dommage de terminer avec du mauvais ou de la déception. Ces tops et ces flops sont totalement subjectifs, je vous invite à faire les vôtres et à les mettre sous la vidéo évidemment. Personnellement, mon flop 3 de Zemeckis, pour moi, Allié en fait partie. Pour moi, il est le 3e film le moins réussi de Zemeckis. À la 2e place, ça se battait un peu, et finalement j'ai choisi de mettre Pinocchio, que je trouve quand même plus réussi que celui qui va arriver à la 1re place, même s'il a rien de fou, que c'est un copier-coller, il n'est pas totalement honteux non plus. Pour le cas de Sacrée Sorcière, qui arrive donc à la 1re place, c'est différent. Je trouve le film plus que moyen, voire même un poil raté. Je trouve que même dans le casting, il est un poil foiré, et du coup, il n'y a pas grand-chose à en sortir, et c'est vraiment dommage. Concernant le top 3, je pense qu'à la 3e place, on peut mettre Forrest Gump. Et c'est bizarre de le classer seulement à la 3e place, parce que je pense qu'il aurait pu finir premier aussi. En fait, les 3 premiers films auraient tout à fait pu finir premier, tous les 3. Forrest Gump, c'est un film qui est absolument grandiose et qui aurait tout à fait mérité sa place, mais je lui préfère quand même un poil Roger Rabbit, que je mets en 2e place, qui est à mon sens un grand film, tout simplement, qui est un film qui a su révolutionner certaines choses et qui a su aligner des éléments d'une façon telle qu'on l'avait jamais vu auparavant. Et évidemment, à la 1re place, il n'y a même pas de discussion, c'est la trilogie entière Retour vers le futur, qui fonctionne de toute façon de manière groupée et qui, à mon sens, est la plus grande réussite de Zemeckis, qui a marqué l'histoire, qui le marquera pendant des années, dont on espère ne jamais voir de reboot ou de remake si possible. Merci. Voilà donc pour mon avis, et voilà pour le retour sur la carrière de Zemeckis. Si vous aimez le réalisateur ou si vous l'aimez pas, je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous.